21h30, rebonsoir, bienvenue dans la deuxième partie du Dézoom. C'était avant midi à Paris, en proche banlieue, un gros bang comme un bruit d'explosion. On va connaître le fin mot de l'histoire grâce à nos invités. Bonsoir Patrick Sauce, éditorialiste politique internationale à BFM TV. Bonsoir Pierre-Henri Chuet, ancien pilote de chasse dans l'aéronaval. J'ai vu qu'on vous surnommait le Maverick français. Il paraît, vrai oui. Tout à fait. Bien sûr, il y a beaucoup de fans de Top Gun ici. Il y en a un ici, il y en a une autre que j'ai dans l'oreillette. Vous avez franchi le mur du son, vous? Tout à fait, et en rafale justement. Donc, vous allez nous raconter comment vous avez vécu ça. D'abord, on va revivre la scène tout à l'heure dans la capitale. Bah franchement, attendre la fin de la journée. C'était quoi ça, wesh? Ça a même interrompu ces acteurs en train de jouer une scène. Regardez cette autre vidéo où on entend encore une fois l'explosion. C'est l'explosion. Je dois avoir la tête. Et puis, autre séquence, cette fois-ci à Roland-Garros, en plein match. Voilà, ça c'était pour la sidération sur le moment, même si on voit que Stanislas Wawrinka est assez stoïque. Qu'est-ce qui s'est-il passé, Patrick Sauce? Est-ce qu'on arrive à reconstituer les faits? Oui, au fur et à mesure de la journée, on a eu des informations et on sait désormais qu'il y a eu non pas un, mais deux avions en détresse ou en tout cas au moins en difficulté. On est au milieu en tout cas en fin de matinée, il y a un Falcon, un jet privé qui est en train de survoler l'océan Atlantique à peu près à l'ouest de Nantes. Il perd contact avec le contrôle aérien. Vous savez qu'évidemment, les avions, où qu'ils aillent, ils sont suivis par des points au sol. Il y a donc une perte de contact. Le contrôle aérien va alerter les autorités militaires, notamment le Centre national des opérations aériennes, qui se trouve dans la seule base, je dirais, aérienne de France, qui se trouve sous terre, à 130 mètres sous terre, à Lyon-Montverdun. Là, vous avez d'immenses radars où vous pouvez voir les survols de l'espace aérien français. Et ce Centre national des opérations aériennes va décider d'activer ce que l'on appelle, et ce que le grand public connaît désormais, la permanence opérationnelle. C'est-à-dire que vous avez 24 heures sur 24, deux équipages et leurs mécaniciens qui sont prêts à sauter, mais littéralement, vraiment, à courir et sauter dans leur avion ou dans leur hélicoptère selon la rapidité de l'aéronef en difficulté. Et donc, vous avez un Rafale qui a quitté la base 113 de Saint-Dizier à 11h46 pour aller porter assistance à ce Falcon. Comme ça peut arriver assez régulièrement, eh bien, le temps qu'il y ait cette préparation, ce décollage en quelques minutes, eh bien, le contact va être rétabli entre ce Falcon et le contrôle aérien. Sauf que, et c'est là que la journée commence à prendre une tournure un peu moins banale, un autre avion a un nouveau problème de contact. Cette fois, il s'agit d'un avion de ligne d'une compagnie pas très connue qui s'appelle Amelia, qui fait souvent du vol d'affrètement, notamment pour des équipes de sport professionnelles, notamment en Ligue 1, en football. Cette fois, c'est un peu plus compliqué. C'est un avion qui peut contenir 50 passagers. On apprendra un peu plus tard qu'il était vide. Il y avait simplement l'équipage, mais cet avion, il fait la liaison entre Brive et Saint-Brieuc et il se trouve à proximité de la région parisienne. Cette fois, la patrouille, la police du ciel se trouve déjà là-haut. Alors, elle décide de partir, sauf que évidemment, ce n'est pas un objet qui est tout à fait statique. Cet avion, il continue d'avancer. Donc, il y a un moment, il faut quand même aller le chercher et donc accélérer. Et c'est là que les autres autorités de la défense aérienne décident d'autoriser, comme ça n'arrive quasiment pas en France désormais, le passage en vol supersonique à plus de 1200 km/h. Ça va être très court, entre Créteil à 11h52 et la forêt de Rambouillet à 11h56. On va tous entendre un bang où que l'on soit dans cette région. Et évidemment, c'est après avoir passé ce mur du son, à 11h56, qu'on apprend que l'avion de ligne lui a rétabli le contact. Donc tout pour aller pour le mieux. L'avion, le Rafale, se prépare à repartir vers Saint-Dizier, sauf que c'est à son tour d'avoir un petit problème de dépressurisation dans le cockpit. Rebondissement dans le rebondissement. Finalement, le Rafale a pu se poser à la base d'Évreux. C'était une longue journée. Et le pire dans tout ça, c'est que s'ils sont au milieu de leur permanence opérationnelle, c'est-à-dire un shift de 7 jours, demain ils recommencent
Ah oui. Eh oui. Mais comment... Comme dans Top Gun, il faut qu'ils reprennent, il faut qu'ils repartent dans l'avion. Pour franchir le mur du son, ça se fait pas comme ça, il faut une autorisation, non? Exactement, pour pouvoir franchir le mur du son au-dessus du territoire national, il faut l'autorisation qui vient généralement du commandement. On ne peut pas, en tant que pilote de chasse, même si on est commandant de l'aéronef, commandant de l'interception, décider de passer le mur du son à cause des réactions qu'on a vues au sol. Ça peut avoir des conséquences. Donc il faut que ça soit autorisé. Donc, pourquoi est-ce qu'on va être autorisé à franchir le mur du son? Bien, généralement pour réduire la durée de l'interception. Si vous avez un aéronef qui est en train d'arriver sur Saint-Brieuc, que vous arrivez de la région parisienne, vous voyez bien les distances, on a plusieurs centaines de kilomètres à parcourir. Si vous parcourez cette distance à peu près Mach 0,9, qui est 90% de la vitesse du son, il va vous falloir de longues minutes, des dizaines de minutes pour venir. Maintenant, si vous avez le droit de doubler votre vitesse, un avion de chasse peut passer à Mach 1,6. Il va falloir traduire. Là, Oui, bien sûr. Mach 1,6, c'est 1,6 fois la vitesse du son. Qu'un avion de ligne, il va voler à peu près à 80% de la vitesse du son. Un avion de chasse, comme le Rafale, a la capacité à voler 2 fois plus vite. Mais pour pouvoir aller chercher ce qu'on appelle ces hautes vitesses, il va falloir passer le mur du son, qui est Mach 1, comme on disait tout à l'heure, 340 mètres par seconde. Alors, à quoi ça ressemble? Parce que nous, voilà, d'ici, on a entendu le bruit qui nous a fait penser à une explosion, mais quand on est dans l'avion, franchir le mur du son, c'est quoi? Pour être très honnête, ça fait rien du tout. On est la personne la moins embêtée de la région par le bruit à ce moment-là. Le cockpit du Rafale est un cockpit qui est très aseptisé, comme on dit dans le milieu. Vous avez beaucoup de bruit qui vient de la pressurisation, justement, dont on parlait. Mais en soi, ça ne vous fait rien du tout parce que l'onde sonore, le choc, est derrière vous. Donc vous traînez une onde de choc derrière vous, mais par contre, en soi, vous voyez juste au niveau de votre vitesse que vous êtes maintenant Mach 1,01 ou Mach 1,2. Et ça vous fait rien du tout parce que c'est vous, parce que vous avez cette condition physique. Moi, dans l'avion, je vais ressentir quoi? Vous n'allez absolument rien ressentir. C'est comme si je vous disais qu'à 100 km/h avec votre voiture, il se passe quelque chose. Il y a peut-être le mur du périphérique, je ne sais pas, à 80 km/h, on appelle ça comme on veut. Ouais. Et au moment où vous avez votre vitesse qui dépasse, eh bien vous avez l'indication, mais vous, d'un point de vue physique, il ne se passe absolument rien. Alors c'est le cas avec des avions modernes, avec des avions d'ancienne génération. J'ai par exemple fait du Super Étendard, qui est un avion plus ancien. Vous étiez au courant et vous passiez pas le mur du son par hasard. Il y avait plein de phénomènes aérodynamiques, mais le Rafale est un avion très moderne qui a été pensé pour justement être très stable et que le passage du mur du son soit très facile. Racontez-nous votre vie, parce que ce qui frappe Non, mais c'est vrai, on a l'occasion de rêver, c'est pas souvent, donc s'il vous plaît... Surtout quand ça finit bien. Surtout quand ça finit bien. Patrick Sauce nous racontait à quel point c'était rapide, à quel point tout le monde était sur le qui-vive. J'ai l'impression qu'il y a toujours une équipe B aussi qui est prête à prendre le relais. Ça se passe vraiment comme ça? Complètement. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde parle de cet avion de chasse qui a passé le mur du son, mais les deux pilotes tout seuls sont absolument rien. C'est vraiment tout un iceberg, si on peut dire. Depuis ce matin, on parle des personnes tout en haut de l'iceberg, mais il y a toute une chaîne en dessous. Vous avez les mécaniciens qui sont également en alerte pendant une semaine. Vous avez toute une équipe des armuriers, des spécialistes de ce qu'on appelle le SNA, tout ce qui est système avionique, une multitude de personnes, tout le centre de commandement, tous les contrôleurs aériens militaires. Il y a des contrôleurs aériens Charles de Gaulle. On comprend, il y a une organisation, toute une équipe en effet, mais quand on vous donne le go, en gros, ça prend combien de temps? Ça va très très vite. Ça va très très vite parce que chaque seconde compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont passé le mur du son, parce que c'est exactement comme des pompiers ou la police. Quand vous appelez les pompiers ou la police, ils vont mettre la sirène, ça va faire du bruit, mais tout le monde va se pousser pour les laisser intervenir parce qu'on sait que chaque seconde est importante. Même chose avec l'apparence opérationnelle. Donc on a cette conviction, on a cet entraînement que chaque seconde compte. Tout à l'heure, comme on disait, on part à l'avion en courant, physiquement, et là, en moins de 5 minutes, on a décollé. En moins de 5 minutes, en laissant un petit laps de temps, puisque moi, pour avoir tourné et réalisé un reportage sur la permanence opérationnelle début juillet, on nous laissait un petit peu dans le flou, évidemment, pour des questions de sécurité. Vous imaginez que c'est comme pour des braqueurs qui chercheraient à organiser justement un braquage de banque. Ils chronomètrent les livreurs de billets. Si on commence à devoir chronométrer, à savoir exactement en combien de temps les pilotes à Saint-Dizier vont pouvoir décoller, il y a un vrai problème de sécurité. Mais c'est très rapide. Voilà. Et d'ailleurs, on a même une petite succincte, c'est il peut déjà y avoir des avions en l'air. Donc s'il y a des braqueurs du ciel qui nous regardent, il peut déjà y avoir des avions en l'air qui, dans ce cas-là, sont retasqués, comme on dit, et ils sont peut-être au-dessus du centre-Bretagne. Et là, on dit, est-ce que vous êtes disponible? Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Exactement. Oui, exactement. C'est que pendant que l'avion est en l'air pour passer du Falcon à l'autre avion, l'Embraer, il y a le deuxième avion à Saint-Dizier avec exactement le même équipage, les mêmes mécaniciens qui sont prêts à repartir sur une autre zone de France.
Et donc vous pouvez partir très vite, en 5 minutes. Et sur combien de mètres vous décollez? Alors la longueur des décollages va dépendre un petit peu des conditions, mais autant dans l'aviation de ligne, on vient faire attention à la puissance moteur pour utiliser toute la piste, pour des histoires de gestion de potentiel, autant quand on décolle sur alerte, on vient mettre la pleine puissance. Donc un Rafale, c'est 15 tonnes de poussée au niveau des moteurs. Donc en quelques centaines de mètres, vous êtes déjà en l'air, vous rentrez le train. Et là, l'accélération est extrêmement rapide. Donc vous allez très rapidement passer 200 km/h et après c'est presque exponentiel. Plus vous accélérez, plus les réacteurs aiment ça, plus ils accélèrent vite et vous pouvez rapidement atteindre les 900 à l'heure. Et à ce moment-là, vous commencez à lever le nez vers le ciel parce qu'il faut monter vers la haute altitude pour que l'avion soit plus performant. L'air y est moins dense, donc c'est plus facile d'aller vite. Et là, vous allez pouvoir commencer à accélérer. Et avec un Rafale, vous allez pouvoir mettre le nez 30-40 degrés néo et commencer à grimper comme ça tout en continuant à accélérer. Vous étiez surtout sur des porte-avions? Tout à fait. Et ouais. ça ressemble à quoi, le décollage? Non, mais... Le catapultage. Oui, c'est ça. On parle de catapultage. On parle de catapultage, tout à fait. C'est une sorte de géant qui nous prend et nous envoie. C'est 75 mètres. En 75 mètres, on doit prendre un avion qui pèse dans les 20 tonnes et le propulser de 0 à 300 km/h. Donc c'est assez violent. Vous faites quoi à ce moment-là? Eh ben, c'est ça qui est super. Comme je vous disais, c'est un travail d'équipe. Nous, on ne fait pas grand-chose. Mais non. Si, c'est vrai, mais il ne faut pas trop le dire. Mais nous, à ce moment-là, autant à l'appontage, quand il faut revenir sur le bateau, là où il y a le restaurant, où on mange, donc on est très motivé, Ouais. eh bien, il faut vraiment... c'est un vrai travail personnel pour le pilote. Mais quand on vient être catapulté, là, on vient mettre plein gaz, comme je vous disais tout à l'heure, on vérifie que les paramètres sont bons, et on vient saluer, on fait un salut lent pour s'assurer que tout le monde est au courant. Et là, il y a une multitude de personnel sur le pont qui vient vous accrocher, et qui viennent préparer la catapulte, appuyer sur un bouton. Et là, c'est parti, c'est le tour de manège du matin. Et après, il faut travailler. Mais cette première partie est sympa, mais à ce moment-là, nous, pour être très honnête, on regarde, on vérifie les paramètres, et s'il y a le moindre souci, il faut prendre des décisions, éventuellement s'éjecter. Donc c'est quand même assez anxiogène. Oui, vous nous raconterez la mission d'interception dans un instant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point la communication faite par le ministère des Armées a été très rapide. On écoute le porte-parole de l'armée de l'air. Il était au sud-est de Paris, sur un cap ouest. Mais vous imaginez à quelle vitesse se déplace un avion lorsqu'il est supersonique? On est de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres à la minute. Donc vous dire à l'instant T, au moment où il passe, déjà la projection sur le sol, définir un point, c'est à peu près Créteil, quoi, globalement. Mais le son, par contre, lui, c'est une bulle qui est autour de l'avion qui se déplace. Et c'est ce qui explique pourquoi, vous l'avez entendu, sur une grande partie de la région parisienne. Communication rapide parce que, bonsoir Raphaël Gravier, journaliste, chef de service à BFM Tech, parce que les internautes, enfin tout le monde, mais ça s'est vu sur Internet, c'est affolé. Oui, c'est pour ça qu'il fallait aller effectivement très très rapidement parce qu'il y a eu en fait des milliers de messages qui ont été publiés sur Twitter en temps réel. Et il y a une conséquence qui est un petit peu difficile à gérer, c'est qu'en plus, notamment sur Twitter, il y a ce qu'on appelle les mots-clés, les tendances. Et quand beaucoup de monde parle de même mot-clé, en l'occurrence explosion, et ce mot-clé remonte et donc ça fait effet boule de neige. Et tout le monde communique sur ce mot-clé. Alors en plus, ce qui n'a pas forcément aidé, c'est que Twitter, c'est très récent, pour illustrer ces mots-clés, met des articles et des extraits de tweets pour qu'on comprenne ce qui se passe. Le problème, et c'est là où on peut voir aussi la faille des algorithmes, c'est que Twitter a mis en avant des articles de médias qui n'en sont pas vraiment et qui ont précisé qu'il y avait une explosion, ce qui était faux. Et l'explosion, alors le passage du mur du son, ça a eu lieu, il me semble, à 11h56. Entre 11h52 et 11h56. Entre 11h52 et 11h56. Ça, c'est le faux tweet. C'est un compte Twitter qui est très connu, qui fait beaucoup de flash info, mais qui ne vérifie pas toujours très bien. Et le problème, c'est que c'est ce compte, par exemple, qui a été choisi par Twitter pour illustrer le mot-clé. Le problème, c'est qu'on parle de forte explosion. Alors, on voit, il y a une petite faute d'orthographe en plus, mais on voit une forte explosion. Et le problème, c'est quand vous avez des gens qui s'inquiètent, qui vont sur les réseaux sociaux, parce que le réflexe, c'est on regarde à sa fenêtre et ensuite, on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et que les réseaux sociaux n'arrivent pas à modérer ça et au contraire, sans le vouloir, avec leurs algorithmes, amplifient ce mouvement, et forcément, on se retrouve avec une sorte de panique générale qui a été très courte parce qu'on le disait, donc c'est entre 11h52 et 11h56. Le tweet de la préfecture de Paris, c'est midi 08, c'est-à-dire il y a moins de 10 minutes, enfin un peu plus de 10 minutes plus tard, et en 10 minutes, on a eu le temps de créer une sorte de panique sur Twitter. Donc ça montre à quel point maintenant, notamment pour les autorités,
communiquer sur les réseaux sociaux, c'est plus optionnel, c'est stratégique. Il faut communiquer au plus vite sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde s'en empare et certains disent même qu'ils ont un intérêt à communiquer dessus. Alors forcément, les comptes, c'est un peu le problème, c'est que les comptes qui veulent être très suivis, qui veulent être des comptes un petit peu médiatiques, un peu des comptes de breaking news, vont publier. Or, ils ne vérifient pas forcément leurs sources, peuvent faire aussi des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais forcément, ils ont moins de moyens aussi, même s'ils voulaient faire leur travail honnêtement. Il y a des journalistes, il y a des vrais journalistes parfois derrière ces comptes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens et que ces comptes sont traités de la même façon que n'importe quel compte, c'est-à-dire, sans même parler du compte d'un média, mais du compte, par exemple, de la préfecture. Twitter, c'est là où il y a une faille dans les algorithmes, c'est que pour une information aussi capitale que ça, qui inquiète du monde, qu'un réseau social ne choisisse pas le message de la préfecture, ce qui aurait été finalement assez sain, mais choisissent de façon automatique ce qui génère le plus de buzz. Et le problème, c'est que ce qui génère le plus de buzz, c'est pas forcément ce qui est vrai. On va écouter justement plusieurs réactions parce que c'est vrai, cette explosion n'a pas tout de suite fait penser au mur du son, ça a fait penser à de plus mauvais souvenirs. Écoutez. Vous savez, j'ai senti exactement. D'abord, je pensais que c'était tremblement de terre et après, une explosion. Vous voyez, parfois, tremblement de terre qui ressemble, mais plutôt explosion. Mais j'ai eu très très peur. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Et les arbres ont tremblé, les fenêtres, les murs ont tremblé. Et j'ai regardé, tout le monde avait l'air très calme. Mais j'ai vraiment cru que c'était une bombe, très honnêtement. J'étais en train d'écouter de la musique et même en écoutant de la musique, je l'ai entendu. C'est que c'était vraiment fort. Hein. C'était très très bruyant. C'est vrai qu'il y a eu cette angoisse, Patrick Sauce, en particulier en plus quand c'est ressenti à Roland-Garros. À Roland-Garros, oui. Alors, je vous avoue que quand je l'ai vu pour la première fois cette séquence ce midi, là, Chadima Gourlet et Céline Pitlet, j'ai eu un petit trou parce que moi, j'ai tout de suite pensé aux images et au son, surtout au Stade de France, le soir du 13 novembre 2015. Je pense que tous les Parisiens et les Franciliens ont eu un petit sursaut et un petit trouble. En plus, on en a repris un coup avec l'attentat de Charlie encore ces derniers jours. Je pense que ça aurait fait le même effet à Rouen, après Lubrizol, à Toulouse, après AZF. Il est loin le temps où les gens qui habitaient près des bases aériennes, les habitants de Mont-de-Marsan, d'Évreux ou de Landivisiau dans le Finistère ne s'étonnaient plus d'entendre des bangs. Il y a eu une époque où on faisait beaucoup moins attention. Le porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace disait que, par exemple, l'année dernière, on était descendu à 3 bangs, 3 passages du mur du son ou 3 vols supersoniques, si vous voulez, dans l'espace aérien dans le cadre de la permanence opérationnelle. Alors c'est vrai que les avions de l'aéronaval, eux, ils ont un beau terrain de jeu, c'est la mer. Si le vent est très fort, on peut l'entendre du côté de Brest, mais c'est tout. Mais pour le reste, on fait attention et c'est pour ça que c'est devenu très très rare et c'est devenu difficile de ne pas communiquer dessus, alors que l'armée pourrait se dire bon, c'est bon, la priorité c'était d'abord d'aller porter assistance à cet avion. C'est un job qu'on fait tous les jours et 24 heures sur 24 depuis 1946, volonté du général de Gaulle. On va pas s'embêter pour ça. La préfecture de police, elle a très bien fait. Je revoyais encore le tweet, il était extrêmement clair, très rapide. Ça y est, ça fait calmer un petit peu tout le monde. Quand vous voyez le récit qui est fait par Patrick Sauce, en effet, le fait que c'était d'abord une mission d'interception, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent, des moments que vous avez vécus? Oui, je pense que tout pilote a son lot d'interceptions et forcément, moi je me rappelle pour la France métropolitaine, on était justement en entraînement sur la Centre-Bretagne et à ce moment-là, il y a des avions russes qui arrivaient du nord et on nous a demandé si on avait assez de pétrole pour pouvoir être, comme on dit, retasqué, envoyé faire cette interception. Parce que comme on disait tout à l'heure, avant de faire décoller un avion, on va regarder un petit peu ce qu'on a en l'air. Mais en tant que pilote de chasse, ce qu'il faut que l'on gère en priorité, c'est le carburant, notre pétrole, notre autonomie. Donc au niveau de l'état-major, ils vont essayer de regarder. Donc ça m'a rappelé cette petite histoire. Et régulièrement, il y a des avions russes qui viennent. Alors c'est complètement légal de leur part, ils sont à plus de 20 km des côtes. Mais on peut être envoyé là-bas ou sinon... Mon côté aéronaval, pas mal d'interceptions dans le Golfe, arabo-persique, je vais y arriver, notamment avec des avions ou des drones iraniens. Donc ça, c'est des souvenirs assez sympas. Et justement, j'avais passé le mur du son une fois pour intercepter un drone qui, lui, était à 100 nœuds, un peu comme votre DR400 dans les images qu'on a vues un peu toute la journée. C'est-à-dire très lent et trop lent pour vous. C'est-à-dire très lent, mais là, encore une fois, l'objectif était d'arriver le plus vite possible dessus, parce que quand on fait une interception, il y a un objectif militaire. Et généralement, cet objectif militaire est la reconnaissance. On veut savoir quel est ce contact. On a un plot, comme on dit, on a un écho-radar, mais qu'est-ce que c'est? Sur le bateau, on ne peut pas savoir quel est ce contact. Dans les sous-sols, on ne peut pas savoir. Donc on envoie des yeux, on envoie des pilotes qui vont, s'il fait jour, comme sur Rafale, avoir des senseurs qui vont permettre
d'assez loin va réussir à voir la forme, mais s'il fait nuit, il va falloir se rapprocher très proche. Donc là, il faut arriver rapidement parce que peut-être que c'est un avion avec de l'armement qui peut être facteur. Donc quelques petits souvenirs, effectivement. On voulait finir avec un peu de sourire, Raphaël Grabli. Il y a eu quand même des messages plus ou moins drôles. Oui, alors c'est vrai qu'une fois qu'on a compris que c'était rien de méchant, il y en a qui ont joué le jeu et forcément là on passe du community management. Alors le community management, c'est ceux qui gèrent les réseaux sociaux des entreprises ou des autorités publiques et forcément il y a Jamy de C'est pas sorcier qui en a profité pour rediffuser cette fameuse explication du mur du son. Et puis il y a Netflix aussi d'ailleurs qui a publié un tweet assez marrant. Voilà, désolé, on a mis notre to doom un peu trop fort. C'est vrai que ça fait un peu ce bruit. Exactement, donc bon, c'est bien pensé, ça fait partie de la communication. Évidemment, une fois qu'on sait qu'il n'y a rien de grave, on peut se permettre ce genre de choses. On peut se permettre ce genre de choses. Ça vous fait rigoler ou pas? Ah oui, dans l'armée, on a de l'humour quand même, donc on sait en rire une fois qu'on a réussi à débriefer, prendre du recul et puis qu'on a appris. Mais je pense que là, c'était intéressant de voir comment justement les armées ont très bien communiqué et le fait d'avoir des pilotes de chasse à la communication, ça permet de suivre le rythme de Twitter. On comprend, on apprend qu'il y a un règlement aussi. Ah oui, alors ça c'est effectivement, en tant que pilote, on ne fait pas ce qu'on veut. Justement, le côté, on parlait de Top Gun tout à l'heure, on est très très loin de ça. C'est 1986 Top Gun. Ça a un peu évolué depuis et on doit respecter une multitude de textes, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir ce soir dans le Dézoom. Nous reparlons à présent de l'autre actualité forte du jour, les conclusions de l'autopsie